Vous avez le droit de me chambrer. Oui, après, t'inquiète. Voilà, elle me laissait faire. Bienvenue dans Clara Décode, une série de podcasts qui va rendre les conversations politiques sympas, détentes et vraiment intéressantes. Merci aux médias L'Hémicycle pour cette belle collab qui va faire du bien au débat public. Le projet, c'est donc de recevoir des invités de marque, qui connaissent la vie publique sur le bout des doigts, qui sont des figures, des experts pour décrypter avec nous les sujets du moment. Le premier invité qu'on reçoit s'appelle Stéphane Fuchs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et oui, ils existent, c'est un homme très, très influent. Il a longtemps été proche de Michel Rocard. Il a d'ailleurs travaillé pour lui pendant des années quand il était ministre. Et aujourd'hui, il dirige l'agence Havas. C'est la plus grande entreprise de conseil en communication en France. Il connaît les rouages de la politique par cœur. Il conseille les plus puissants. Et il a un regard de patron de la com qui est hyper intéressant. La question qu'on lui a posée pour ce premier épisode, c'est est-ce que, selon lui, les idées comptent encore en politique? Et franchement, la conversation est vraiment passionnante. Mais content before distribution, c'est la règle numéro 1 du marketing. Si c'était le volume qui comptait, Rachida Dati aurait été élue maire de Paris. Or, plus elle mettait sa tête à la une des journaux, plus elle baissait en vrai. Et pourtant, ils étaient tous là en mode « Elle est en train de faire un truc incroyable, c'est la meilleure pour gagner », alors que c'était la pire pour gagner à Paris. Parce qu'elle a réussi à faire pivoter cette élection d'une élection contre Anne Hidalgo à une élection contre Rachida Dati. Il fallait y arriver. Franchement, c'est un exploit. Et c'est pas un exploit qui est à cause des réseaux sociaux. Techniquement, c'est la meilleure sur les réseaux sociaux. Knafo était meilleur quand même. Mais Knafo. Sur les réseaux. Me arrête, le côté jaune, la campagne jaune poussin. La campagne Jeune Poussin, la campagne IA. La campagne jaune poussin, en prenant les gens pour... Le début de la campagne est formidable. D'ailleurs, elle est à 12. Oui, le début était très bon. Et elle finit à 10. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à force de prendre les gens pour des cons, en étant jaune poussin tous les jours, des fois vous auriez oublié que ma couleur c'est le jaune poussin. Non mais, dans un monde où les gens ont la culture de l'image et de la politique, à quel point, faire une campagne positive, faire une campagne qui surprenait, y compris par les codes couleurs, c'était vachement intelligent. Se démarquer de l'extrême droite, en plus d'être nécessaire, c'était intelligent. Après, je te ferai 2 remarques sur la campagne de Knafo. La première, c'est qu'en marketing, le Canada Dry, ça fait jamais une marque leader. Et elle a fait le Canada Dry de l'extrême droite. La couleur de l'extrême droite, la saveur de l'extrême droite, mais je ne suis pas l'extrême droite. Ouais. Bah, résultat, 10%. Alors, il faut être vraiment le microcosme parisien pour s'enthousiasmer pour la campagne de Sarah Knafo. Non, mais elle a quand même initié quelque chose qui est quelque chose d'un nouveau genre en termes de com, qui est l'utilisation de l'IA dans les campagnes, même si, effectivement, moi, je partage complètement votre... Elle est arrivée combienième? Oui, loin. Bien loin. D'accord. Bournazel, donc tout le monde s'est foutu de la gueule, y compris vous les premiers, et qui a fait une campagne qui techniquement est assez pitoyable, il faut bien le reconnaître. Il fait combien, lui? Donc si on comprend pas que, franchement, le contenu est plus important que la technique, ça veut pas dire qu'il faut pas maîtriser la technique. Dans la campagne de Pierre-Yves, il y a un petit sujet qui est que il est tellement dans la non-maîtrise de l'outil que pour le coup ça devient une note éliminatoire. C'est comme pas maîtriser la langue. Il maîtrise pas le langage de la com, qui est aujourd'hui le langage de l'image. Si tu veux t'en convaincre, il faut regarder, elle est sublime, son post sur le Parc des Princes et le PSG. Celui-là, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Je m'en souviens. Le mec, je l'avais oublié. Le mec organise sa propre disparition à l'écran. Il commence en gros plan. Et au fur et à mesure qu'il parle, la caméra décale. Elle décale tellement que tu vois passer les voitures, tu vois les poubelles, tu vois. Et à la fin, le mec, il est grand comme une chiure de mouche sur ton écran. Et donc là, tu te dis, le type qui a quand même, qui paye des gens pour organiser sa propre disparition à l'écran, mais mon Dieu. Voilà. Et pourtant, je te demande pardon, il fait 20% de voix de plus que Sarah Knafo. C'est vrai. Donc, avant de t'enthousiasmer pour Jaune Poussin, la réalité, c'est que Sarah Knafo, elle fait stratégiquement une campagne qui a une partie intelligente, qui est de créer une campagne positive dans des codes qui se démarquent de l'extrême droite, et elle fait une partie qui est ridicule, qui est de le faire ad nausea, et par ailleurs, en étant sur une stratégie qui est le Canada Dry. Le Canada Dry, ça n'a jamais fait une marque leader nulle part dans le monde. Est-ce que les idées comptent encore en politique? Heureusement. Oui, ça vous le pensez? Heureusement, n'oubliez pas que si on accepte l'idée que la communication politique est dans communication politique, il y a communication. Bien sûr. Et la communication, on pourrait assumer que c'est une science molle avec des règles dures.
Dans ces règles dures, il y en a une première qui est une règle absolue du marketing d'ailleurs, hein, c'est l'offre qui crée la demande. Si t'as pas de demande pour l'iPhone avant que l'iPhone existe. Et donc c'est l'offre qui crée la demande. Dans le monde de l'entreprise, ce n'est plus possible parce que c'est judiciarisé et que tu fais une communication financière mensongère, t'es poursuivi pour tromperie du marché. Bah oui. Tu fais une communication mensongère avec tes clients, etc. Et donc dans la vie réelle, dans la vie politique, on est encore, y compris que des journalistes politiques, il y a un microcosme politique qui considère que mentir c'est bon, c'est un péché véniel quoi. C'est pas très grave. De toute façon, les programmes, c'est pas fait pour être appliqué, c'est fait pour séduire, tout ça. Mais après, ils se demandent pourquoi est-ce que les gens les croient pas. Enfin, mens à ton +1 tous les jours et tu vas voir ce qui va se passer au bout d'un certain temps. Ça fait tellement d'années qu'ils mentent qu'ils peuvent pas être surpris que les gens ne les croient pas. Enfin, je suis épaté moi. L'exercice dans lequel on pense que parce qu'il n'y a plus de contenu, il n'y a plus que de la forme, ne fait pas gagner une élection. La maîtrise de la volumétrie, que ce soit le bruit médiatique ou le bruit sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas gagner une élection. On se le citait tout à l'heure, mais les deux exemples qu'on prenait, hein, l'élection en Hongrie, Orban se prend une branlée monumentale, c'est assez rare que dans les démocraties modernes, tu perdes avec un écart qui est aussi important. Alors que tu maîtrises l'ensemble du système de la télévision publique, tu maîtrises les sondages, tu maîtrises plein de trucs, et pourtant t'es balayé. Pourquoi? Parce que maîtriser les médias ne veut pas dire maîtriser le narratif, ne veut pas dire maîtriser ce qui se passe dans la tête des gens à propos de l'élection. Il y a quand même des contre-exemples avec récents, Mamdani. Non mais et Rachida Dati. Et tous ces candidats qui émergent sur les réseaux sociaux, qui arrivent justement à maîtriser la forme et cette communication qui aujourd'hui pour moi est devenue vraiment. C'est bien qu'on ait cet avis finalement qui se confronte, mais moi je trouve que. Mais quelle blague! Mais Mandel, il émerge aussi parce qu'il propose un fond qui est différent. Vous croyez que le fond chez Mamdani a vraiment aussi lui a permis de faire cet écart spectaculaire pendant l'élection? Tu sais quoi? Dans ce que tu dis, il y a au fond un truc sur lequel il faut que tu t'interroges. C'est qu'au fond, tu te dis que comme les gens sont cons, on peut les attraper avec la forme. C'est pas du tout ce que je pense. C'est ce que tu penses. Pas du tout. Non, je te jure. Il y a un impensé dans ce que tu dis qui est, finalement, tu viens, tu fais des claquettes, tu te lèves, tu fais des pointes, ou tu fais wouhou, et ben tu vas attraper les gens. Mais je pense sincèrement aujourd'hui que le poids de la communication, surtout en politique, n'a jamais été aussi le poids de la important. Non. Mais je suis ravie que vous pensiez le contraire. Pour le coup, tant mieux. Je serais moins déprimée, mais. Je pense que rien ne remplace. Tant mieux. Rien ne remplace le contenu. Tant mieux. Ça veut pas dire que je suis pas horriblement critique sur le fait qu'on est face à une classe politique qui ne maîtrise pas le langage de la com. Ils maîtrisent ni le passage à l'émotion, ah oui, ça c'est terrible, ni le passage au temps court, ni le fait de parler horizontalement. Et donc ils ont un problème évident. Et il suffit de comparer ce qu'ils font sur les réseaux sociaux à ce que font les grands patrons sur les réseaux sociaux, c'est vrai, pour constater qu'il y a une sorte de monde. On peut parler des élections municipales, c'était formidable à Paris. La personne qui maîtrise le mieux la com, celle qui fait d'un point de vue technique la meilleure campagne, et d'un point de vue médiatique, la meilleure campagne, il n'y a pas de doute, c'est Rachida Dati. Elle fait 60% de la couverture médiatique à elle toute seule, et 40% pour tous les autres réunis. Elle fait des posts sur les réseaux sociaux qui sont excellents, etc. Et à la fin, elle se prend une tôle. Et pourquoi elle se prend une tôle? Parce qu'en fait, elle a fait que cette campagne est devenue une campagne contre Rachida Dati, et pas parce qu'elle a imposé des sujets ou des thématiques qui étaient les thématiques des Parisiens. Y compris d'ailleurs sur les thématiques qui racontaient qu'en fait elle n'était pas dans la vraie vie de Paris, parce que la propreté, etc. à Paris, c'est pas formidable, mais c'est pas non plus, on n'a pas l'impression de marcher sur des montagnes de détritus. Enfin, il y avait une sorte de ça cache Paris, c'est une forme d'exagération dans lequel ils finissent par croire à leur propre discours. Et puis les vrais spots dont on sait pas. Plus elle a fait campagne, plus elle a perdu. Ouais, c'est vrai. Et donc n'oubliez pas que la règle numéro 1, c'est que c'est le narratif qui prime. C'est l'histoire que vous racontez. C'est l'espoir dont vous êtes porteur. Une élection, c'est un pari sur l'avenir. Donc il faut évidemment créer du désir et de l'envie. Mais vous créez pas du désir et de l'envie si vous n'avez pas créé la base, qui est qu'il y a quand même du contenu, de l'offre. Ça reste une discipline qui peut s'apparenter au marketing, au sens où c'est l'offre qui crée la demande. Le problème des politiques aujourd'hui,
c'est que vous les avez vus répondre aux vrais sujets de préoccupation des Français. Là, je vais en prendre 3. Hein. Toutes les études nous disent aujourd'hui que la préoccupation numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Alors ils sont là, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Et avec des réponses du vieux monde, genre on va faire de la subvention. Soulève le couvercle, rentre dans ce qu'est le pouvoir d'achat. 35% de la dépense des ménages jusqu'à peu près 58 ans en France, c'est le logement. La question numéro 1 du pouvoir d'achat, en fait, c'est le logement. C'est d'autant plus le logement qu'on a perdu 10 ans de pouvoir d'achat immobilier en 20 ans. En 20 ans, on est passé de 28 ans d'âge moyen où on achetait son premier appartement, quand un couple, les deux travaillent, à 38 ans. Je suis pas sûr que ce soit un signe de progrès social. Où est la réponse à ça? Où est-ce que tu as vu des politiques s'emparer de la question, non pas du soutien au logement par la subvention, mais de la création d'une offre de logements supplémentaires? Au contraire, on continue à empiler des normes et des machins pour empêcher qu'on construise plus, parce que surtout, on veut pas de logement social à côté de chez soi. Ce qui nous intéresse, c'est les dynamiques qui sont en œuvre. C'est pas la photo. Ouais. J'ai entendu, mais comme toi, un nombre de personnes incroyables et présumées compétentes nous expliquer au lendemain du premier tour de l'élection municipale que l'addition de Knafo, de Bournazel et de Rachida Dati, ça fait qu'elle allait gagner avec 52% des voix. Ouais. Et là, tu te disais, mais ils sont très cons ou ils sont très très cons? Et en fait, la réponse est ils sont très très cons. C'est-à-dire que ce sont des incompétents, mais qui s'expriment. Et tu l'as entendu partout autour de toi. Ouais, c'est vrai, on pourrait reprendre. Faites la net. Alors, si vous voulez vous marrer, reprenez l'ensemble des commentateurs qui ont expliqué que finalement, on a été face à une élection très serrée parce que ils faisaient l'addition d'électorats qui ne sont pas fongibles. Bien sûr. Alors, tu sais quoi? Je vais mettre de l'eau avec de l'huile et ça va me faire un nouveau produit. En fait, il y a juste un problème, c'est que ça se mélange pas. Après, l'appel au vote aussi des candidats avait un poids avant qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Je pense que ça a dû jouer aussi dans Effectivement, l'électorat était une espèce d'incompatibilité naturelle très évidente, mais enfin, c'est vrai que l'appel au vote avant quand même était presque religieux côté électeur, quoi. Non, mais je te le fais différemment. Les 12% qui ont voté pour Bournazel l'ont peut-être pas fait pour la brillance de sa campagne. Oui. Donc, Emmanuel Grégoire, il a démontré à la fin de la campagne, par un truc absolument exceptionnel, il a fait l'image qui restera de cette campagne. Pourquoi est-ce qu'elle restera? Pas pour le côté ridicule de... Oui, il y avait un petit côté ridicule quand même, vous pouvez l'admettre. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Pardon. Ce qui fonctionne, c'est l'image symbolique qui raconte que Paris est devenu une ville pour les vélos pendant les 10 ans qui viennent de s'écouler. Il a, d'un certain point de vue, réhabilité l'essentiel de ce qui s'est passé dans Paris, qui est de faire une ville qui est un peu moins pour les voitures. Et cette image, elle restera. L'image symbolique de cette élection municipale, je suis désolé, mais c'est Emmanuel Grégoire à vélo. On a un problème d'offre politique. Ce n'est pas complètement surprenant. Et tu mets... Le vrai problème est là. Le nerf de la guerre, du problème, en tout cas de la crise politique qu'on connaît aujourd'hui. Je vais à dire que mets sur le plateau les deux à la fois, et là, t'as les éléments d'une crise grave. Ouais. Tu as des politiques qui ne maîtrisent plus le langage de la com. Ouais. Ce que j'appelle moi aujourd'hui le solfège de la com, puisque la com n'est plus une discipline écrite, donc c'est plus un langage au sens classique du terme. C'est une musique, puisque tu empruntes à de l'imaginaire, à de l'émotion, et donc ils maîtrisent pas le solfège. Et donc c'est difficile de jouer une symphonie quand tu maîtrises pas le solfège, donc ils sont complètement paumés. Et notre pauvre ami Bournazel, qui fait sa vidéo dans laquelle il disparaît, en est une sorte de caricature malgré lui-même. Les partis politiques, pendant un temps, ont été des endroits où il y avait de la réflexion politique, du débat, de l'engagement. Vous l'admettez. Qu'à l'époque, c'est vrai que cette noblesse du débat existait, quoi, et c'est raréfié aujourd'hui. Oui, alors elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée. Elle est davantage dans les think tanks que dans les partis, puisque les partis sont davantage des écuries pour faire des campagnes, que des endroits pour élaborer des programmes. Le Parti socialiste a sorti hier, tiens, un jour, un document de projet pour la présidentielle, et c'est une wishlist, c'est pas un document, il n'y a pas un chiffre. Ouais. Alors là, moi aussi je peux dire tout gratuit, ce serait plus simple d'ailleurs. Hein. Ouais, franchement. Non. L'enjeu de la présidentielle qui vient, c'est que les Français sont dans un désir de changement, si possible sans risque. L'équation giscardienne reste malheureusement exacte, on pourrait dire. Et que pour l'instant, l'offre politique traditionnelle
leur propose plutôt le risque du pas de changement. Ou le risque de l'extrême. Ah, mais c'est pour ça que je dis hors eux. Ah, hors eux, d'accord. Les autres te proposent le risque tout court, oui, c'est le changement avec le risque. C'est ça. Et donc, d'où bifurcation, c'est pour ça que j'ai contribué à votre à votre numéro spécial. Je pense que tout l'enjeu, et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire maintenant, c'est que, telles que les choses sont parties, nous sommes dans une course de chevaux qui se fait sur un concours d'ego où chacun parle de soi, mais où personne parle des Français, dans lequel à la fin tout ça apparaît comme une vaste, une triste plaisanterie dans lequel au fond on ne répond pas aux vraies questions, on ne transforme pas en profondeur la société, et le risque, il est pour moi plus de se retrouver avec un débat escamoté parce qu'il n'y aura pas d'offre politique, qu'avec un débat tronqué parce que la communication, ce diable qui transforme tout, aurait pris le dessus. Volume, ça ne remplace pas le contenu. LFI prouve aussi quand même que le volume peut avoir une importance colossale. Ils sont très organisés, très structurés sur les réseaux sociaux. Et ils ont une assise idéologique aujourd'hui dans le pays qui est quand même relativement incontournable. On les entend, on connaît leur corpus idéologique. On sait ce qu'ils pensent et ils s'aident beaucoup sur les réseaux sociaux, justement pour véhiculer leurs idées. Et ça sert. Et c'est quand même très utile. À la fin, à l'élection municipale. Oui, c'est vrai que la tôle est claire. Et les filles nationalement, ça fait combien? La tôle est claire au municipal. Et les filles, ça fait combien nationalement? C'est sûr. On est sur 1,7%. Ouais. Ça fait 10%, même pas, dans les seules circonscriptions où ils se sont présentés, qui étaient évidemment les meilleurs. Non, là où ils sont forts, c'est que grâce à l'amateurisme du microcosme médiatique, ils ont réussi à transformer une défaite électorale en victoire politique. Ça, il faut reconnaître, t'applaudis, t'es sidéré devant ta télé quand tu vois les commentateurs expliquer que parce qu'il y a l'élection à Saint-Denis qu'ils n'avaient pas vu venir, alors que pourtant c'était quand même gros comme un canon qui scintille. Mais parce qu'ils l'ont pas vu arriver, ils sont tous surpris, ils font mon Dieu. Et du coup ils sont là de dire ça y est, c'est le triomphe de LFI, c'est pas le triomphe de LFI. Il n'y aura pas de deuxième tour à l'élection présidentielle. Alors, entre Mélenchon et le RN. Vous n'y croyez pas, vous? Mais c'est pas j'y crois pas, c'est pas un problème de croyance. Ça n'existe pas. Oui, mais écoute-moi. On est non, mais hyper intéressant. T'as une caméra qui tourne, et moi je te dis, ça. On en reparle dans un an, hein. Je te dis, ça n'existe pas. Génial. Pour que ça existe, il faudrait que l'offre politique, les mecs soient suffisamment suicidaires pour que t'aies au moins 3 candidats de la gauche non LFI et que LFI soit le seul candidat du bloc de l'extrême gauche. Et encore, ça suffit pas forcément pour qu'il soit au deuxième tour. C'est-à-dire que vous pensez que si la gauche est suffisamment, vous pensez que la gauche peut faire barrage? Non, mais je pense à cette configuration. Je pense que cette élection n'est pas celle de la gauche. Pour la gauche, nous sommes au mieux dans la figure de 1995 avec Jospin, qui est ce que j'appelle une défaite d'avenir. C'est pas mal. Tu perds, mais tu crames quelque chose pour le futur. C'est dans la manière dont Jospin a perdu la présidentielle de 95, j'y suis pour rien dans sa présidentielle, donc je peux en parler tranquillement, c'est dans la manière dont il a perdu qu'il a créé la crédibilité qui lui a permis de gagner ensuite au moment de la dissolution. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc le sujet, il est non, je ne crois pas que un candidat de gauche au deuxième tour soit capable de réunir suffisamment les Français sur un programme qui transcende la fragmentation de l'espace public aujourd'hui pour battre que ce soit Bardella ou Le Pen. Okay. Mais on pourrait dire à l'inverse, il faut évidemment éviter qu'on ait un deuxième tour Bardella-Mélenchon, puisque si on a un deuxième tour Bardella-Mélenchon, Bardella est élu à tous les coups. Et comme j'aime mon pays, je ne le souhaite pas à mon pays. Mais vous ne le pariez pas non plus, visiblement. Non, je ne crois pas, moi, vous ne le croyez pas, que Mélenchon puisse être au second tour. Il y a aujourd'hui, dans la manière dont l'opinion le juge et dans les dynamiques qui sont en œuvre politiquement, absolument pas de volonté de créer ce deuxième tour qui garantirait la victoire du Rassemblement national. Et les Français sont intelligents, le vote utile existe aujourd'hui dès le premier tour. Ça conduit à des choses... Oui, mais l'éparpillement des candidatures peut mener mathématiquement à ça. Oui, tu as raison, théoriquement.
pratiquement, les sondages vont être le juge de paix de cette phase dans laquelle nous allons commencer avec 20 candidats, puis 18, puis 16, puis 12. Vous croyez qu'ils finiront par se désister, d'accord. Et qui finiront par être moins nombreux. Et donc c'est parce que nous n'avons malheureusement pas de système de désignation des candidats qui permettrait d'organiser l'offre. Bon, il faut faire sans. Vous croyez que ça se fera naturellement? C'est pas tout à fait naturel. C'est un devoir de responsabilité, les animera. Non, c'est une pression médiatique et politique qui existe parce que les sondages deviennent le juge de paix. C'est pas que ça m'amuse, je suis pas sûr que ce soit la meilleure configuration, mais quand tu fais une compétition, il faut que tu commences par comprendre les règles du jeu, puis tu respectes les règles du jeu, sinon t'es éliminé. Comme j'ai pas envie qu'on soit éliminé, je me dis le mieux c'est de comprendre les règles du jeu, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est dans une première phase qui va durer jusqu'après l'été, dans lequel on va voir éclore plein de candidatures. Je pense qu'on va arriver. Jusqu'au procès, quoi. Marine et on verra aussi. Même après encore un petit peu. Puis on va avoir le warm-up qui va durer tout l'automne et tout l'hiver, dans lequel, puisqu'il n'y a pas de process, les gens vont attendre. Au fond, pour se rallier, il faut se rallier ou tout de suite ou à la fin. Et donc il va y avoir une sorte de grand faux plat, comme on dirait en cyclisme, dans lequel il va pas se passer grand-chose, etc. Il va se passer des choses dans l'opinion, avec des Français qui font bouger ou pas, qui adhèrent, parce qu'il y aura une exposition. L'espace public va être considérablement, et d'autant que les règles légales font que t'as plus de communication entre avant les 3 mois qui précèdent l'élection qu'au moment des 3 mois qui précèdent l'élection. Bien sûr. Je vous rappelle que dans notre folie normative, on a décidé qu'en marketing, j'ai jamais connu ça. Plus je m'approche, moins je communique. Moins je communique, bien sûr. Ces devoirs de réserve, c'est vrai que c'est fou. C'est vrai. C'est complètement absurde, c'est vrai. C'est vraiment la révélation de la folie normative. Enfin, pour moi, c'est le, je suis d'accord avec vous. C'est un symbole très clé. Et de leur Vous pensez qu'il y aura une primaire juste à droite? Parce que je voudrais finir votre raisonnement. Vous croyez qu'ils y arriveront pas? Ok. Non, il y aura de primaire nulle part. Il y aura des mécanismes politiques d'alliance comme celui de dimanche dernier entre Jadot, Vallaud et Glucksmann. Il y aura des mécanismes d'alliance, il y aura des créations d'offres et d'alliances pour créer ces offres. Et c'est les sondages qui tiendront lieu de primaire. Après, tu pourrais quand même dire que les partis sont tellement dévitalisés que de retirer aux partis la possibilité de désigner tout seul le candidat n'est pas non plus une injure faite à la démocratie. Je constate d'ailleurs que Retailleau a été désigné candidat par son parti et que ça n'a empêché personne de dormir. Personne n'y croit fondamentalement. Il y en a quand même qui partent avec des gros avantages, c'est ceux qui sont comme Retailleau, mais alors de manière encore plus significative, parlons de Gabriel Attal qui a quand même un avantage extraordinaire qui est cet avantage financier qui émane de la trésorerie de Renaissance et qui lui permet de faire une campagne aujourd'hui un peu franchement avec un atout indéniable qui est l'argent, et c'est quand même le nerf de la guerre en politique, surtout en campagne présidentielle. Vous croyez pas? Non. Vous croyez pas que l'argent aujourd'hui aide vraiment les candidats quand ils en disposent? Alors je pense que c'est le paradoxe français, nous sommes capables de faire à la fois la meilleure loi, celle sur le financement de la vie politique et notamment d'une élection présidentielle, puisque tu plafonnes les dépenses, tu organises ces dépenses puisqu'il y a une part de remboursement public et tu limites le financement privé, qu'il soit individuel ou corporate, à un maximum par donateur. Et donc, globalement, la politique française est à l'abri de l'argent et dans un système qui est probablement le plus égalitaire au monde. C'est vrai. Mais ça coûte quand même cher. Mais non! Une campagne? Mais non! Mais en vrai, non. Ça ne coûte pas cher. Je vous écoute du coup. Et pourquoi ça coûte pas cher? Y compris parce que... c'est environ 20 millions d'euros, quoi. Non. Oui, ça, mais ça c'est le plafond remboursé, c'était d'accord. Mais pourquoi? Parce que les politiques sont redevenus leurs propres producteurs de contenu. Prends un exemple ailleurs. Observe le match de communication entre l'Ukraine et la Russie. Tu vas me dire, oui, il est parti où, là? Mais tu vas suivre mon raisonnement. Zelensky réfléchit
à la communication, il a bien compris les règles, lui, et il comprend bien que en matière de volume, il ne peut pas lutter contre l'appareil de propagande russe. Rien que Wagner, qui depuis a disparu ou changé de nom, etc., c'est 8000 personnes, je ne parle pas des millions de bots, c'est 8000 personnes qui travaillent à fabriquer de la désinformation. C'est pas que les types qui font les proxys armés en Afrique, etc. C'est 8000 personnes qui fabriquent de la désinformation. Le SBU, c'est probablement 60 000. Donc, personne n'est organisé avec une volumétrie qui est capable de gagner. Par contre, ce que comprend Zelensky, c'est que comme le contenu prime le volume, il y a un match de com qu'il peut gagner, c'est le match entre Zelensky et Poutine. Et que c'est pas très compliqué, il suffit de faire le contraire de ce que fait Poutine. Poutine parle jamais, il va parler tous les jours. Poutine parle de loin, il va parler de près. Poutine parle en caméra fixe, il va être en caméra mobile. Poutine ne parle que en intérieur, il va être aussi en extérieur. Poutine est en costard-cravate, il va être en t-shirt. Poutine n'est que sur des valeurs virilistes, il va aussi emprunter des valeurs féminines, émotion, compassion. À la fin, le méchant, le gentil. Et donc, oublie pas, notre métier, c'est de transformer en éléments simples une équation complexe. Et le match du contenu prime toujours le match du volume.